Merci beaucoup. Bon, ça me fait plaisir de vous rejoindre ici dans ce colloque à Montréal. C'est la première fois que je parle des États-Unis depuis le début de la pandémie. Alors, merci beaucoup aux organisateurs de la conférence. Ça me fait plaisir d'être ici pour vous présenter ces informations sur comment on peut financer la relance économique au Québec et au Canada. Alors, c'est certain que la pandémie, elle nous a vraiment mis des bâtons dans les roues du développement économique. Et puis, on veut certainement voir comment on peut financer cette relance économique. Bon, moi, j'ai été obsédée par cette idée de comment on peut financer un développement économique au niveau fédéral depuis longtemps. Ça fait autour d'une trentaine d'années que ça m'intéresse de voir comment on peut faire la relance économique au Canada, comment on peut financer les dépenses publiques, comment l'argent fonctionne. Dans cette perspective, c'est certain que la relance économique au Québec et au Canada devrait prendre en considération les éléments écologiques, les priorités sociales. Est-ce qu'il y a moyen de mettre mes diapos? OK. Si on peut passer à la prochaine. Bon, la relance économique après la pandémie devra certainement considérer les priorités sociales comme réduire le taux de chômage, les inégalités sociales, le changement climatique. Aussi, il va falloir faciliter la transition à une économie axée sur une énergie verte, certainement protéger les ressources naturelles, la santé et la qualité de vie. Mais comment on peut financer cette relance? Alors, il va certainement, pendant la conférence, avoir plusieurs présentations sur ces différents éléments, mais moi, je veux vraiment me fixer sur cette question de comment on peut financer la relance économique au Québec et au Canada. Alors, la théorie de la monnaie moderne. Selon cette théorie, un gouvernement souverain qui émet sa propre monnaie n'a pas de contraintes budgétaires. Alors, vraiment, les seules contraintes sont les ressources disponibles. Est-ce qu'on a la main-d'œuvre? Est-ce qu'on a les biens intermédiaires? Est-ce qu'on a les matières premières pour vraiment accomplir le but social qu'on a en tête? Un gouvernement qui utilise la même monnaie qu'il émet peut toujours s'endetter indéfiniment dans sa propre monnaie, puisqu'il pourra toujours créer plus de monnaie pour payer ses dettes. Les vraies contraintes de la relance sont encore, est-ce qu'on a la main-d'œuvre? Est-ce qu'on a les biens intermédiaires? Est-ce qu'on a les matières premières pour vraiment accomplir le but des projets sociaux, des politiques budgétaires, des politiques sociales qu'on a en tête, qu'on a à cœur? Quand on pense aux dépenses budgétaires, il faut les relier aux taxes et aux impôts. Alors, quand le gouvernement dépense, une nouvelle monnaie est dépensée dans l'économie. Il s'agit d'un flux dans l'économie. Alors, on peut poser genre une ligne dans le sable. Puis de ce côté-ci, c'est le gouvernement, puis de l'autre côté, c'est l'économie. Aussitôt que le gouvernement dépense de l'argent, c'est de l'argent, la nouvelle monnaie qui est créée, qui entre dans l'économie. En contrepartie, on voit aussi, encore, on prend en considération cette ligne dans le sable. De ce côté, c'est le gouvernement. De l'autre côté, c'est l'économie. Alors, on sait que si le gouvernement retire de l'économie, de l'argent de l'économie, il retire des taxes, il retire des impôts, comme nous, on paye nos impôts, on paye nos taxes. Cette monnaie est retirée de l'économie et elle est détruite. Alors, l'argent qui rentre dans l'économie, c'est un flux. L'argent qui ressort de l'économie, c'est un reflux. L'argent qui rentre dans l'économie en termes de dépenses budgétaires du niveau fédéral, c'est de la nouvelle monnaie. L'argent qui est retiré de l'économie, c'est un argent détruit. Alors, il faut penser à l'argent comme un flux, comme quelque chose qui est créé et détruit à chaque fois qu'on dépense et on collectionne des impôts au niveau fédéral. Dans cette même ligne de pensée, on peut penser au PIB. Le PIB, on sait que le PIB est égal à la consommation, à l'investissement, aux dépenses gouvernementales et aux exportations nettes. Les dépenses budgétaires augmentent la taille de l'économie. Alors, on voit dans l'équation ici que j'ai posée que le G augmente. Comme les dépenses gouvernementales augmentent, le PIB, lui aussi, augmente. Ça fait augmenter la taille de l'économie. Alors, dans ce sens-là, quand le gouvernement dépense dans l'économie, ça fait augmenter la grandeur de l'économie en tout.
Puis l'autre côté de cette même relation, c'est que si le gouvernement augmente les taxes, augmente les impôts, ça c'est de l'argent qui ressort de l'économie et ça fait réduire la grandeur de l'économie. Le PIB est réduit et la taille de l'économie est réduite. Là, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être se poser la question, mais si le gouvernement peut augmenter ses dépenses indéfiniment, ça ne va pas causer de l'inflation. Il n'y a pas de limite sur les dépenses gouvernementales. Bon, le gouvernement, je vous dis, selon la théorie de la monnaie moderne, peut augmenter les dépenses budgétaires sans augmenter les taxes ou les impôts. La preuve, ici, je vous la montre, pendant une des périodes du trimestre, pendant un trimestre dans la période de COVID, 2020, le deuxième trimestre, le gouvernement fédéral a augmenté ses dépenses par 90 milliards de dollars. Cela représente une augmentation des dépenses budgétaires de 6 fois le montant du trimestre d'avant. Alors, c'est une énorme augmentation des dépenses gouvernementales. Puis, est-ce que ça a engendré de l'inflation? Est-ce qu'il y a eu vraiment une contrainte à cette augmentation au niveau fédéral? Ici, vous pouvez voir, c'est le graphique que j'ai fait de 2010 jusqu'à la période de 2021. Alors, on voit les dépenses gouvernementales en général étaient nettes ici, sont en déficit, un peu en surplus et déficit. Puis là, vous voyez vers la fin du graphique cette augmentation soudaine des dépenses gouvernementales nettes qui représente une augmentation du gouvernement des dépenses budgétaires de 6 fois la dépense du trimestre d'avant. Puis là, doucement, le gouvernement réduit les dépenses gouvernementales, mais ce n'est pas même nécessaire. Si on voulait, on pourrait continuer ces augmentations des dépenses budgétaires, mais là, il faut les diriger. Comment est-ce qu'on va les diriger? Est-ce qu'on veut faire une relance verte? Est-ce qu'on veut faire une relance qui est axée sur les programmes sociaux, réduire les inégalités sociales? Ça, c'est les questions. Comment? Qu'est-ce qu'on veut financer? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on a les éléments réels pour accomplir ce but? Mais l'argent, ce n'est vraiment pas le problème de faire une relance. Là, il y a des gens qui vont peut-être se poser la question, est-ce que ça a causé de l'inflation dans l'économie? Alors, j'ai regardé l'indice des prix à la consommation au Canada de 2010 jusqu'à 2021. C'est la même période dans laquelle j'ai le graphique d'avant. Alors ici, la ligne verte représente l'indice des prix à la consommation. Vous voyez que les prix ont augmenté tout doucement, puis il n'y a pas une augmentation soudaine quand le gouvernement a commencé à augmenter ses dépenses budgétaires à cause de la COVID. Il n'y a pas eu une énorme augmentation des prix qui est reliée à l'augmentation des dépenses budgétaires. Une chose que j'ai remarqué quand je regardais les composantes de l'indice des prix à la consommation, c'est que l'indice des prix ou le prix de l'essence, lui, il a augmenté beaucoup. Alors, si vous voyez ici dans le graphique, il augmente, il descend. C'est vrai, normalement, on voit souvent que les prix de l'essence sont plus volatiles que l'indice des prix pour tous les biens ensemble. Mais à la fin, vous voyez une augmentation soudaine du prix de l'essence, ce qui est certainement lié à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble des prix à la consommation. Alors là, il faut se demander la question, dans cet ensemble, comment grande est la composante d'essence? Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais étudier en plus de détails, mais on peut voir que c'est probablement pas les dépenses gouvernementales qui ont augmenté, qui ont vraiment fait augmenter l'indice des prix à la consommation au Canada dans cette période de COVID. Pour vraiment mettre de l'emphase sur ce point, j'ai fait un deuxième graphique ici. Vous voyez, j'ai calculé l'inflation de 2010 à 2020. Et puis, vous voyez, l'indice des prix encore est représenté par la ligne grise. Vous voyez ici que c'est vrai qu'entre 2019 et 2020, on a une augmentation très douce des prix à la consommation, de l'inflation, à la fin de cette période, entre 2019 et 2020. Puis là, si je dérive l'essence de tout l'ensemble des prix, on voit à ce même moment-là une augmentation incroyable du prix de l'essence. Alors vraiment, d'où vient l'inflation en ce moment qu'on a? Si on réduit, si on regarde les composantes à l'intérieur de l'indice des prix à la consommation,
on va voir que vraiment, je m'imagine qu'une grande partie de cette inflation qui est arrivée à 4 %, pas un montant énorme si on voit ça dans l'historique de l'inflation au Canada, on peut voir tout de suite que c'est le prix de l'essence qui a probablement eu un effet très important sur l'inflation. Puis ça n'a rien à faire, ça, avec les dépenses gouvernementales qui ont augmenté. Alors, selon la théorie de la monnaie moderne, comment on peut relier ça à la relance? Bon, un gouvernement souverain qui émet sa propre monnaie n'a pas de contraintes budgétaires. Le fédéral peut financer la relance qu'on désire. Mais la grosse question, c'est est-ce qu'on a les ressources disponibles? Bon, est-ce qu'on a la main-d'œuvre? Est-ce qu'on a les biens intermédiaires? Est-ce qu'on a les matières premières qu'il nous faut? Le coût de l'essence, le blocage dans la chaîne de production et la main-d'œuvre qui est comme réticente peut-être à retourner au travail, ça, c'est des vraies contraintes à la relance. Mais je pense que comme ces problèmes en particulier se résolvent, le gouvernement va être en mesure de dépenser de plus en plus dans l'économie puis pousser la relance encore plus fort sans engendrer de l'inflation. Même étant donné que c'est le prix de l'essence qui a augmenté tellement, je pense qu'une relance axée sur l'élément vert qui remplacerait l'essence pourrait même causer une déflation. Alors vraiment, si on y pense, est-ce qu'on est à un moment, on est vraiment à un beau moment dans l'histoire économique de l'économie canadienne et de l'économie québécoise, parce que si on s'y met, et puis si on met une priorité sur une relance verte, le financement est possible, mais là, il faut juste se décider qu'est-ce qu'on veut faire avec cet argent-là, quelles sont nos priorités sociales. Alors, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'avoir eu la chance de partager ça avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Leclerc. C'est vraiment une perspective très, très, très intéressante et rafraîchissante ce que vous amenez. Donc, on va laisser la parole maintenant